Il y a des rencontres qui changent nos vies. Un jour, j'ai rencontré Clara Oswald. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Parfois, on fait des rencontres qui, sans le savoir, bouleversent complètement notre avenir. Elles nous changent profondément dans nos attitudes, notre perception des choses et même dans la vision que nous avons de nous-mêmes et du futur. En réalité, on rencontre ce genre de personnes plusieurs fois dans sa vie. Et s'il y a bien un gars qui peut comprendre ça, c'est Clark. Donc vous êtes monsieur... Kent, Clark Kent. Clark est un homme, mais il n'est pas humain. Pourtant, il y a plus d'humanité en lui que dans la plupart des gens de ce monde. Kal-El, de son vrai nom, est né sur une planète lointaine et le dernier représentant de son espèce. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Jor-El, personnage important dans le milieu culturel kryptonien, choisit de sauver la vie de son nourrisson dans ses derniers instants, juste avant que la planète entière n'implose. Ou n'explose, je sais plus trop. Kal arrive alors dans une petite ville, littéralement, de l'état du Kansas, aux États-Unis d'Amérique, sur Terre. C'est là qu'il fait la première rencontre qui changera sa vie. Jonathan et Martha Kent. Ensemble, ils vont l'élever et lui enseigner toutes les valeurs qui feront de Clark Kent un surhomme, un super-homme, même un Superman. Et ouais, spoiler. Mais aujourd'hui, Superman, on va le mettre au second plan de notre histoire. Parce qu'on va parler d'une toute autre rencontre, mais tout aussi importante. Il existe de nombreux récits différents qui racontent cette rencontre. Tous ont une perception bien singulière des événements, mais à ce que je sache, et j'ai clairement pas la science infuse, il n'existe pas un univers, une seule version de ce Superman, où il ne rencontre pas Lois Lane. Je dirais même Lois la boss Lane. Si je devais vous la décrire rapidement, je dirais que si Clark est un Superman, elle pourrait sans aucun problème devenir une Superwoman. Et elle lui botterait son fessier de kryptonien. Lois est un véritable symbole pour le personnage de Clark, mais aussi pour celui de Superman. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. À vrai dire, depuis sa création, elle est devenue une véritable icône du féminisme. Et c'est là notre sujet. Comment est-ce qu'elle a réussi un tel tour de force? Comment elle est devenue une véritable personnalité alors qu'elle a passé la plupart de son temps dans l'ombre d'un surhomme? Et surtout dans son cas, comment est-ce qu'elle a fait pour devenir une icône moderne du féminisme, du combat féministe, alors qu'elle a passé sa vie dans l'ombre de Superman? Est-ce que j'ai la chanson en tête de Superman? Bon, c'est pas grave. Parler de Lois Lane, c'est évoquer une des toutes premières héroïnes modernes de la culture populaire. Contrairement à beaucoup de personnages féminins créés dans les comics des années 30, elle n'a jamais été conçue pour rester en arrière-plan. Dès le départ, Lois a une personnalité, une fonction narrative et une identité qui la distingue. Donc déjà, à l'époque, elle n'était pas vraiment dans l'ombre de Superman. Petite remise en contexte. Nous sommes à la fin des années 30. C'est là que Jerry Siegel et Joe Shuster donnent naissance au grand Superman dans Action Comics numéro 1. Sauf que c'est difficile de créer juste un héros et se dire que ça va se vendre. Il faut créer un contexte. Imaginez si George Lucas il avait écrit Luke Skywalker sans ajouter les Jedi, la Force, l'Empire. Harrison Ford? Aucun intérêt. En réalité, ils n'inventent pas seulement un héros. Ils construisent un monde. Et dans ce monde, une ville, une histoire, un symbole fort qui ont raison avec notre monde. Cette phrase n'a aucun sens. Et dans ce monde, une ville, une histoire et des symboles forts. Et évidemment, il fallait une voix féminine qui permette au récit de ne pas être qu'une démonstration de la puissance surhumaine. Pour contrebalancer l'homme fort, on crée une femme encore plus forte. Et c'est là qu'entre en scène Lois Lane. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Lois n'est pas née de l'idée de créer une petite amie pour Superman. Elle est directement inspirée de figures très précises de la pop culture américaine des années 30. Le modèle principal est Torchy Blane, héroïne de films policiers produits par Warner Bros. Et interprétée par Glenda Farrell. Journaliste intrépide, vive, ironique, toujours sur la brèche, Torchy Blane est l'archétype de la Girls Reporter qui marque l'imaginaire de l'époque. Elle ne se contente pas d'attendre les héros masculins, elle court sur le terrain, débusque les criminels, décroche les scoops avant tout le monde, et rien qu'avec cette description, on voit l'influence qu'elle a eue sur Lois Lane. Lois est conçue comme son héritière directe. Journaliste au Daily Star, puis au Daily Planet, c'est le nom qu'ils avaient au départ. Elle est ambitieuse, indépendante et parfois téméraire. Mais elle n'est pas une caricature. Jerry Siegel a aussi reconnu qu'il s'était inspiré de certaines femmes qu'il avait connues dans sa jeunesse, des camarades de lycée au caractère affirmé, déterminé et sûr d'elle. Et
Je crois qu'il s'est inspiré aussi de sa femme. Lois naît donc de ce mélange entre archétype fictionnel et inspiration personnelle. Pour rappel, on est en 1938 et le comic book c'est un médium qui est essentiellement consommé par des jeunes hommes avec des héros presque tous masculins. Donc forcément le premier personnage féminin important devait mettre un grand coup dans la fourmilière. Dès ses premières apparitions, Lois Lane est caractérisée par une indépendance rare pour l'époque. Elle n'est pas docile, elle n'attend pas que quelqu'un vienne la sauver, même si les scénarios l'exposent souvent au danger. Si elle se retrouve dans une mauvaise posture, c'est justement parce qu'elle est proactive. Elle se lance dans l'action, enquête sans attendre et n'a pas peur de défier l'autorité. Elle est également très ambitieuse, puisque Lois veut être la meilleure journaliste, obtenir les scoops que tout le monde recherche, prouver qu'elle est plus compétente que ses collègues masculins. Une ambition qui lui confère une crédibilité et une densité psychologique inhabituelle pour un personnage féminin de l'époque. Sa personnalité est faite de courage, d'intégrité et de fierté. Elle défend ses convictions, elle ne se laisse pas impressionner, elle tient tête même à Superman lorsqu'elle estime avoir raison. En fait, elle est incroyable. Parce que, malheureusement pour elle, elle subit la comparaison avec ses collègues masculins. Elle travaille 10 fois plus, juste pour montrer qu'elle est capable. Je crois qu'il y a un mot pour ça. En 1938, donner autant de caractère à une héroïne dans un comic books, c'est audacieux. Lois Lane, c'est l'un des premiers modèles de femmes professionnelles dans la bande dessinée américaine. Elle ne se définit pas par sa beauté et par sa dépendance aux hommes, mais par son métier et son ambition. Elle est imparfaite, parfois sarcastique, souvent obstinée, mais toujours crédible. Et c'est cette crédibilité qui va lui permettre de durer. Alors oui, elle est souvent sauvée par Superman, mais elle n'est pas inerte pour autant. Elle est active. Si elle a besoin d'aide, c'est parce qu'elle va chercher là où personne ne cherche. Elle n'a jamais été une princesse en détresse, c'est une reine en puissance, je dirais. Bien sûr, dans cette forme, Lois ne dépasse pas les bornes. Même si elle cherche à avoir le respect de ses pairs, elle ne prend pas le dessus sur l'homme. Elle est une représentation féministe, mais à petite dose. Un féminisme acceptable, moderne, mais pas au point de prendre la place de ses camarades masculins. Parce qu'en 1938, on respecte les dames, mais on les laisse surtout pas renverser le patriarcat. Ah, c'était ça, le mot que je cherchais. Patriarcat. Avant d'enchaîner rapidement, il va falloir qu'on parle d'un moment important dans l'histoire de Superman. Parce qu'on doit quand même parler de Superman pour parler de Lois Lane. C'est quand même lui le perso principal. Superman, à un moment donné, a été victime de récupération politique. Parce que peu de temps après sa création, le monde est tombé dans la déchéance, la guerre. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, Superman devient rapidement une figure mobilisée pour la propagande. Les comics mettent en scène le héros incarnant la puissance morale et militaire de l'Amérique. Les couvertures et récits encouragent le lecteur à soutenir l'effort de guerre, à acheter des bons du trésor en présentant Superman comme le champion des valeurs démocratiques. Il devient ainsi un symbole national utilisé pour galvaniser la population. Alors, il me semble qu'on appelle ça de la propagande. Dans ce contexte, Lois Lane incarne la dimension domestique et civique de cette lutte. Journaliste au Daily Planet, elle sert de relais pour rappeler que la guerre n'est pas seulement une affaire de super-héros ou de soldats, mais aussi une bataille de mots, d'informations et de convictions. Son courage dans ses enquêtes, son rôle de témoin et de narratrice de l'effort de guerre aident à faire d'elle un modèle féminin engagé, représentant les femmes américaines qui, elles aussi, participent à l'effort national dans les usines, les journaux et les organisations civiques. Vous savez, l'affiche, on aurait pu la faire avec Lois Lane. Mais les problèmes, pour du coup Lois Lane, ils surviennent après. Parce que oui, les années 40 ont fait d'elle et de Superman des symboles forts pour la cause américaine. Et une fois la guerre finie, cet outil de propagande s'est avéré encore assez utile. À la sortie de la guerre, Superman continue d'être une figure patriotique exploitée dans les comics et les médias américains. Il devient un instrument pour affirmer la puissance et l'optimisme des États-Unis dans le contexte de la guerre froide naissante. Et du coup, qu'en est-il de Lois Lane dans les États-Unis d'après-guerre ? Durant l'immédiate après-guerre, le personnage de Lois évolue peu en profondeur. Dans un pays où les femmes sont encouragées à quitter les usines et les emplois qu'elles occupaient pendant la guerre pour retourner dans la sphère domestique, Lois Lane reflète directement ces tensions. Elle reste une journaliste active, mais ses aventures sont de plus en plus centrées sur des récits légers et répétitifs. Les scénaristes, influencés par le climat social, l'utilisent comme un faire-valoir comique. Elle se retrouve en danger non pas parce qu'elle enquête, avec audace, mais parce qu'elle est imprudente.
Dans les pages de l'époque, on retrouve fréquemment Lois, représentée comme la collègue jalouse ou la femme obsédée par le mariage avec le héros. Cela reflète la résignation des femmes américaines au foyer. Alors que des millions d'entre elles avaient prouvé leur indépendance et leurs compétences pendant la guerre, la société préfère réaffirmer l'image de la femme comme épouse dévouée et dépendante de l'homme. Lois incarne cette contradiction. Une journaliste pro et douée, réduite à courir après le héros. Tout ça pour avoir la main de Superman. Un immense pas en arrière pour le personnage, pour les femmes, pour tous en fait, pour l'histoire même. Mais pourquoi ? Les années 50 sont marquées par le conservatisme d'Eisenhower, la chasse aux sorcières du McCarthyisme et la glorification du modèle domestique. La culture populaire américaine encourage la stabilité, l'obéissance et la famille nucléaire, rempart contre les menaces communistes. Dans ce contexte, les comics suivent le mouvement. Superman devient l'image du citoyen modèle, du protecteur infaillible. Lois, quant à elle, est remodelée pour correspondre à la vision d'une femme dépendante de l'homme, voire ridicule dans ses efforts pour s'imposer. Les intrigues tournent inlassablement autour de sa volonté de découvrir la véritable identité de Superman ou de l'épouser à tout prix. Le sérieux de son métier de journaliste est souvent éclipsé par ses récits centrés sur la romance et la rivalité féminine, ce qui correspond à une marginalisation symbolique. Les femmes peuvent exister dans l'espace public, mais leur finalité doit rester liée à leur rapport aux hommes. Ils ont tourné la grande Lois Lane en ridicule pour garder les femmes où ils voulaient qu'elles soient, à la maison, à attendre le retour de leur homme. C'est dur parce que ça fait d'elle un exemple d'héroïne brisée par le conservatisme. Et ouais, j'utilise des mots compliqués, y a quoi ? Ouais, après, conservatisme, c'est pas le plus compliqué. D'un autre côté, elle est toujours là. Certes, dans l'ombre du héros, mais quand même. Toujours ambitieuse, même malgré la caricature, et toujours indépendante dans son travail. Elle est toujours une journaliste, et son existence rappelle aux lectrices qu'une femme peut avoir une carrière, même si les récits la ridiculisent. Un contraste qui nourrit les critères féministes qui émergeront dans les années 60, quand la société américaine commencera à remettre en cause ce modèle domestique figé. Le gouvernement a voulu se moquer de Lois Lane, la ramener dans l'ombre, mais même dans l'ombre, elle va pouvoir travailler pour se refaire une image et pour revenir en force. Parce qu'on ridiculise pas Lois Lane aussi facilement. Et surtout parce qu'elle conserve une visibilité culturelle qui prépare le terrain à sa réinvention. Avec la série de comics Superman Girlfriends Lois Lane, elle traverse toutes les années 60 comme ça, réduite à un objet de moquerie pour masculiniste en puissance. Aujourd'hui on appellerait ça comme ça. À l'époque c'était juste des hommes en fait. Avec l'irruption de la contestation, dans les années 70, la situation change progressivement. La guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques et surtout l'essor du féminisme de la seconde vague transforment la perception du rôle des femmes dans la société. Des figures comme Betty Friedan, avec son ouvrage La femme mystifiée, en 63, dénoncent l'aliénation des femmes cantonnées à la sphère domestique. Gloria Steinem, fondatrice du magazine Mrs., devient l'une des voix majeures du féminisme américain, prônant l'indépendance, l'égalité professionnelle et la remise en cause des stéréotypes sexistes. Alors oui, les années 60 ont été très très dures pour Lois Lane, mais grâce à ces femmes, ces deux-là et bien d'autres, elle a pu renaître. DC Comics n'a pas eu d'autre choix que de faire évoluer le personnage. Ça commence avec certaines histoires publiées dans Superman's Girlfriend, qui essayent de refléter directement l'air du temps. On y découvre une Lois confrontée au racisme, aux inégalités sociales et même au sexisme dans son propre travail. Même s'il y a eu des tentatives un peu maladroites, on va pas se le cacher. En 1970, dans I'm Curious Black, Lois utilise une machine pour changer de couleur de peau et expérimenter le racisme vécu par les Afro-Américains. Oui, c'est un comics, mais on n'est pas loin d'une blackface. Ouais. Bien que maladroite et paternaliste dans son approche, cette intrigue cherche à illustrer la volonté des auteurs de rapprocher les personnages des débats brûlants de l'époque. Ils essayent, j'ai pas dit que c'était bien fait. Et le combat qui est important pour elle, on le connaît. Je dis pas que le racisme c'est pas un combat important, je dis juste que depuis le début de la vidéo on parle de féminisme, les gars, si je pars dans tous les sens je vais m'embêler les pinceaux. À mesure que le féminisme gagne du terrain dans la société américaine, Lois devient un terrain de projection de ses revendications. Elle incarne à la fois la contradiction du média et les espoirs des lectrices. D'un côté, ces intrigues restent marquées par une dépendance sentimentale avec Superman, ce qui perpétue une vision genrée et conservatrice. De l'autre, sa profession de journaliste et son tempérament la rapprochent des idéaux féministes de l'époque. Une femme capable de tenir tête aux hommes
d'exister dans la sphère publique et de défendre ses propres valeurs. On peut noter que Gloria Steinem, si j'écorche son nom, dans les années 70, elle a choisi de mettre Wonder Woman comme personnage sur la couverture du numéro 1 de Mrs. Évidemment, c'est un symbole de la libération féminine. C'est normal, c'est une super-héroïne et je pense que je pourrais faire une vidéo complète sur elle. Si Lois n'a pas bénéficié du même statut iconique, elle demeure malgré tout une figure familière et influente pour des générations de lectrices. Elle ne brandit pas le poing comme Wonder Woman, mais elle illustre au quotidien la femme active, professionnelle, confrontée aux contradictions de son temps. Encore une fois, elle est humaine et elle incarne le lecteur. Du coup, 1930, icône féministe, 1940, symbole de l'importance de la femme dans la guerre, 1950, rétro-pédalage, retour en arrière, love interest humiliant de Superman, 1960, renouveau du perso mais pas flagrant, 1970, retour d'une woman super, à sa manière, qui n'a rien à envier à Wonder Woman. Et après tout ça, on arrive à mon moment préféré, Lois Lane dans les années 80. Les années 80 voient la bande dessinée américaine changer de visage. L'arrivée de scénaristes plus ambitieux et de lignes éditoriales plus adultes redéfinissent les super-héros. Superman traverse lui aussi cette mutation. En 1986, John Byrne, je sais toujours pas si je l'ai bien dit, relance l'univers de l'Homme d'Acier avec The Man of Steel, une mini-série qui réinvente ses origines. Dans cette relecture, Lois Lane retrouve toute sa force et toute sa pertinence. Elle est présentée comme une journaliste chevronnée, intrépide, capable de rivaliser avec Clark Kent sur le terrain professionnel. Une version qui insiste sur son indépendance, son professionnalisme, rompant avec les intrigues romantiques simplistes des décennies passées, un véritable retour en force. Encore une fois, c'est la seconde vague du féminisme qui a imposé de nouveaux modèles dans la pop culture et provoqué la réhabilitation de Lois Lane. Les femmes ne sont plus uniquement présentées comme des épouses ou des mères, mais comme des professionnelles compétentes, présentes dans la sphère publique et politique. Lois devient l'incarnation de cette figure, une femme qui n'a rien à envier à son collègue masculin, et qui parfois, souvent même, le surpasse. Parce que même si Clark Kent c'est un bon héros, c'est pas un bon journaliste. Et même si elle est de retour, elle n'est pas redevenue la Lois des années 30. Parce que même si à l'époque c'était une version très moderne, elle l'est plus trop 50 ans plus tard. Ce qui distingue Lois Lane de cette période, c'est que, bien souvent, elle se révèle être meilleure journaliste que Clark Kent. Là où Clark cache son identité derrière une façade maladroite, Lois s'impose par son audace, sa ténacité et sa perspicacité. Elle est la professionnelle que tout le monde respecte, parfois crainte par ses collègues, et dont la réputation dépasse celle de Clark. Une évolution qui souligne un point fondamental. Superman peut être l'homme d'acier, mais Lois Lane, elle, est indestructible par sa force de caractère. Punchline. Cette supériorité professionnelle s'inscrit dans un contexte où, dans le monde réel, les femmes journalistes commencent à occuper une place beaucoup plus visible dans les grands médias américains. On pense par exemple à Barbara Walters, une des femmes les plus importantes du monde du journalisme, ou encore à Christiane Amanpour, correspondante de guerre de CNN. Des icônes qui montrent que la représentation de Lois ne naît pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large d'affirmation féminine dans le journalisme et dans le monde moderne. Enfin, le monde reconnaît Lois Lane. Et je sais pas si c'est à partir de là qu'elle gagne un Pulitzer. Malgré ses avancées notables, Lois n'échappe pas à certaines limites imposées par les scénaristes. Si elle est plus crédible et plus respectée que jamais dans son travail, elle reste encore largement définie par sa relation avec Superman. De nombreux arcs narratifs continuent de tourner autour de leur couple, parfois au détriment de ses propres intrigues personnelles. Pour autant, ces limites n'effacent pas l'importance de cette période pour l'évolution de Lois. Car même en étant parfois ramenée à son rôle romantique, elle est désormais dans une position de force et d'égalité avec Clark. Leur relation n'est pas hiérarchisée, elle est une partenaire, pas une demoiselle en détresse, ni la femme qui l'attend à la maison. Ils sont un duo, ensemble. Cet élan de changement est lancé dans les années 80. C'est un peu une roue qui tourne. Et qui peut arrêter la roue du changement ? Même pas Superman. Dans les années 90, Lois prend encore plus d'importance dans l'univers de Superman. Les grands arcs narratifs de cette décennie, comme The Death of Superman en 92, confirment son rôle central. Elle n'est plus spectatrice, mais actrice du drame. Elle porte la douleur de la perte, elle témoigne, elle enquête, elle se bat pour perpétuer la mémoire de l'homme qu'elle aime, tout en restant fidèle à son métier et à son indépendance. Oui, parce qu'on peut être derrière un surhomme, le soutenir et rester indépendante. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est là qu'on voit la bascule culturelle. À une époque où les femmes s'affirment,
Dans des postes de pouvoir, Lois devient le miroir de cette transformation. Elle est une journaliste dont la voix compte, dont le regard est crucial, et qui impose sa présence au-delà d'un simple rôle d'accompagnatrice. C'est beau, un sacré parcours du combattant, hein. Les figures féminines de la pop culture s'affirment comme indépendantes, compétentes, parfois dominantes. Lois incarne cette transformation. Elle devient un modèle pour une génération de lectrices, une femme qui ne se définit plus uniquement par son rapport à Superman, mais par ses propres compétences et sa propre identité. Alors là, on a surtout parlé de comics. Lois a évolué dans les comics et la société a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. On peut dire ça comme ça. Sauf qu'à partir des années 90, le comics il a peu à peu réduit en popularité et il y a d'autres médias qui ont émergé, enfin qui émergent depuis quelques temps déjà et qui vont participer à son évolution. Et les principaux, c'est les écrans. Avant toute chose, il faut dire que Superman a eu beaucoup d'adaptations sur les écrans. Et je ne vous parle pas du nombre de séries audio disponibles, je pense, un peu partout. C'est assez impressionnant. Et donc, qui dit adaptation de Superman, dit incarnation de Lois Lane. Je sais pas si je vais pouvoir parler de toutes les incarnations de Lois, mais je vais rester sur les plus importants. Et juste pour commencer rapidement, on peut mentionner l'adaptation en dessin animé dans les années 40. Ça reprend bien le style du début des comics, à savoir une personnage qui est forte, qui fonce pour chercher des scoops. L'incarnation de, du coup, la journaliste intrépide. On va aussi survoler rapidement les incarnations dans les années 50. Déjà parce que j'ai pas trouvé d'extrait de bonne qualité, et parce qu'on s'en souvient, hein, comme j'ai dit, années 50, pour Lois Lane, c'est post-guerre mondiale, conservatisme, elle n'était pas vraiment l'icône qu'elle mérite d'être. Donc je vous propose de commencer avec l'âge d'or de Lois Lane et sa première apparition dans les salles obscures en 1978 avec Superman le film. Avec la sortie de Superman le film en 78, réalisé par Richard Donner, Lois Lane revient sur le devant de la scène, cette fois au cinéma. Incarnée par Margot Kidder, elle devient l'un des piliers de la saga et impose une version de Lois qui tranche radicalement avec la figure docile et édulcorée des années 50. Dès sa première apparition, le ton est donné. Cette Lois est une journaliste rapide, nerveuse et brillante, et parfois même terriblement maladroite. Elle parle vite, enchaîne les répliques, n'hésite pas à couper la parole de ses collègues ou à défier Perry White, son boss. Elle est ambitieuse, prête à risquer sa vie pour décrocher un scoop, mais contrairement à la Lois des années 50, son audace n'est pas tournée en ridicule. Elle est mise en avant comme une qualité, une preuve de son courage et de son professionnalisme. Ce changement n'est pas seulement une question d'écriture, mais aussi un peu dû au contexte. On en a déjà parlé plus tôt. En 1972, le Congrès a adopté le Title IX, qui interdit la discrimination basée sur le sexe dans les programmes éducatifs. Et les femmes commencent à occuper des places plus visibles dans les médias et la politique. Dans ce climat, il n'est plus crédible de représenter Lois comme une simple demoiselle en détresse. Kidder en fait donc une figure en phase avec l'esprit du temps. Elle incarne aussi une Lois avec des failles, des névroses, une humanité palpable. Sa relation avec Superman est moins celle d'une admiratrice éperdue que d'une femme séduite, mais pas dupe, qui garde son indépendance d'esprit. On le remarque notamment pendant la scène de l'interview, elle est fascinée, mais garde une voix propre, une subjectivité affirmée. Même si elle lui demande s'il peut voir à travers ses fringues. Après, on s'est tous posé la question. En ce sens, la Lois de Superman le film a eu un double impact. D'un côté, elle redonne au personnage une aura féministe, en faisant une professionnelle affirmée et une femme de caractère. De l'autre, elle influence directement le comics. Après le succès du film, les scénaristes accentuent le mordant et la rapidité de Lois dans les pages de Superman. Autrement dit, le cinéma ne reflète pas uniquement le comics, il l'inspire et l'influence, à sa manière. On peut aussi souligner que Kidder, par son jeu, a marqué l'imaginaire collectif. Pour beaucoup de spectateurs, surtout les plus anciens, soyons honnêtes, elle est LA Lois Lane par excellence. Son énergie, sa nervosité, son humour, son intelligence en font une incarnation durable, bien plus forte que la Lois lisse des séries télé précédentes. Elle a montré qu'une héroïne de Superman pouvait être plus qu'un intérêt amoureux, une partenaire de récit, une femme qui existe par elle-même et qui donne au héros une dimension plus humaine. Lois Lane, je vous présente Clark Kent. Je vous l'avais dit, hein. Bonjour mademoiselle, très heureux. D'ailleurs, j'aime bien cette notion de la Lois Lane. Il y a eu tellement d'incarnations du personnage que c'est comme si
chaque génération avait sa Lois Lane à elle. Pour les plus anciens, on peut parler de Margot Kidder, mais pour d'autres, je pense notamment à mes parents, et ils me diront si je me trompe, leur Lois Lane, c'était Terry Hatcher, dans Superman et Lois. Non, c'est pas la bonne série. Dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Oui, parce qu'avant d'être Susan Lacon, de Wisteria Lane, Hatcher jouait une autre Lane. Lane, Wisteria Lane... Vous avez compris? Lois Lane, Clark Kent. Ravi de vous rencontrer. Alors voilà, il travaillait sur Messenger. Non, attendez une minute. Dans les années 90, Superman revient à la télévision avec une série qui, dès son titre, annonce la couleur. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et là, c'est fou. Parce que pour la première fois, ce n'est pas juste Superman. Pour la première fois, le nom de Lois est placé en premier. Ce simple choix éditorial est déjà une révolution. Il montre que le personnage n'est plus seulement un second rôle dans l'ombre de l'homme d'acier, même si, encore une fois, elle n'a jamais vraiment été dans l'ombre, mais une protagoniste à part entière. Elle n'est plus un personnage dans l'univers du héros, elle représente cet univers. Cette version a marqué un tournant assez majeur dans l'adaptation du mythe. Contrairement aux représentations passées, où Superman dominait systématiquement l'espace narratif, Lois et Clark choisit de se concentrer sur la dynamique relationnelle entre les deux personnages, avec une écriture plus proche de la comédie romantique que de la pure série de super-héros. Et là, ça peut faire peur. Le côté comédie romantique. Parce qu'on se souvient de la dernière fois que Lois Lane a été romantique, c'était pas une bonne chose. Dans cette série, Lois est une journaliste accomplie, intrépide et bien plus compétente que Clark Kent lui-même. Toujours. On va se rendre compte rapidement qu'elle est toujours plus compétente que Clark Kent. Elle enquête avec sérieux, démasque les criminels, et se montre capable de mener l'enquête indépendamment de Superman. Son ambition professionnelle est toujours au cœur du récit. Elle veut les meilleures histoires, elle veut être reconnue comme la meilleure journaliste du Daily Planet. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce choix narratif reflète complètement le contexte des années 90. Aux États-Unis, la troisième vague du féminisme commence à émerger, avec des revendications centrées sur l'individualité, l'expression personnelle et la remise en question des normes de genre. Dans la culture populaire, les héroïnes fortes se multiplient. Dana Scully dans X-Files, Buffy Summer dans Buffy contre les vampires, ou encore Ally McBeal dans Ally McBeal. Lois s'inscrit dans ce paysage en tant qu'héroïne télévisée moderne, intelligente, drôle, indépendante et pleinement actrice de sa propre destinée. Et si je peux me permettre, je crois que c'est dans ces années-là que Terry Hatcher elle a été élue la femme la plus sexy de la télévision. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça casse mon propos? L'une des grandes forces de la version de Terry Hatcher est la redéfinition du couple Lois et Clark. Loin du triangle classique, un triangle avec deux personnages, Lois aime Superman, aime Clark Kent, et voilà. La série développe une relation équilibrée, où Clark existe en tant que lui-même, et où Lois apprend à l'aimer tel qu'il est, indépendamment du costume. Cela transforme profondément le mythe. L'histoire d'amour n'est plus construite sur un malentendu ou une tromperie, mais sur une reconnaissance mutuelle et une égalité entre les deux partenaires. Politiquement et culturellement, cette incarnation correspond aussi à une époque de recomposition, des rôles masculins et féminins. Après les excès des années 80, marqués par le culte du pouvoir et de la réussite individuelle, les années 90 revalorisent davantage la coopération, le partenariat, l'équilibre. Lois et Clark deviennent ainsi un couple modèle de l'époque où l'égalité est centrale. Enfin, Terry Hatcher apporte une dimension humaine et chaleureuse au personnage, en faisant d'elle une figure familière et proche du spectateur. Elle n'est pas seulement la journaliste intrépide et la compagne de Superman, elle est une femme avec ses défauts, ses colères, ses maladresses, mais aussi une énergie et une confiance en elle qui reflètent parfaitement l'air du temps. C'est un peu dommage que tout ça soit gâché par le fait que Dean Machin, là, le gars qui joue Clark, c'est un Trumpiste. Ouais, ça a mal vieilli, quoi. Après, ça, c'est la Lois des années 90. L'an 2000, c'est un grand moment. C'est l'avènement des séries télé. Et avec elle, la mise en avant de nombreux personnages féminins forts. Les sœurs Halliwell dans Charmed, même si on l'a déjà dit, Buffy contre les vampires, Alias, Dark Angel, une très belle époque. Et du coup, dans les années 2000, c'est encore une fois le retour de Superman à l'écran. Pas vraiment. C'est le retour de Clark Kent à l'écran. Et à ses côtés, évidemment, Lana Lang. Quoi? En 2001, on redécouvre la famille Kent, avec Jonathan, Martha et leur fils extraterrestre,
alors adolescent, en pleine découverte de ses pouvoirs, dans Smallville. Oui, on sait, Somebody Save Me, mais elle est où Lois? Ils ont vraiment cru pouvoir remplacer la Lois Lane? Au commencement de la série, on fait la découverte de Lana Lang, le premier amour de jeunesse de Superman. Cheerleader, drôle, belle, intelligente, vous avez compris l'idée. À croire que les studios ont tout fait pour essayer de nous faire oublier l'existence d'une personnage aussi forte et intéressante que Lois. Et Lana, elle est bien sympa, mais je me suis vite lassé de son perso, parce que je trouve qu'elle perd un peu d'intérêt, et qu'elle est pas très ambitieuse. En plus, quand il y a toute l'histoire d'amour avec Lex Luthor, Mais la raison est finalement revenue aux showrunners qui, dans le premier épisode de la saison 4, ont décidé de présenter l'élu, le nouveau visage de la plus grande journaliste de tous les temps. Bonjour Madame Kent. Ce n'est pas tant l'incarnation de Erika Durance qui change complètement la représentation du personnage, mais plus la relation qu'elle entretient avec Clark. Contrairement à la série des années 90, Lois et Clark, où la dynamique du couple était centrée sur une relation équilibrée et romantique, Smallville propose une réécriture complète de leur rencontre et de leur évolution. Lois n'est pas introduite comme la collègue du Daily Planet, ni comme l'évidente partenaire amoureuse de Clark. Elle apparaît comme une intruse dans la vie de Clark, sarcastique, impertinente, agaçante, mais incroyablement charismatique. Là où Terry Hatcher incarnait une Lois déjà adulte, professionnelle et accomplie, Erika Durance apporte une Lois en construction, fougueuse et encore en quête de sa voix. Pour tout dire, dans les premiers épisodes, elle a aucune envie d'être journaliste. C'est vraiment pas fait pour elle. Cette différence est fondamentale. Dans Lois et Clark, l'histoire était celle d'une femme qui apprenait à aimer Clark derrière le masque de Superman. Dans Smallville, c'est presque l'inverse. Lois rencontre Clark avant Superman. C'est avec l'homme qu'elle apprend à construire une relation, bien avant de découvrir l'icône héroïque. Cela change radicalement de la dynamique romantique. Leur relation se construit sur une complicité progressive, faite de chamaillerie, d'amitié, puis d'un amour qui s'ancre dans une réalité humaine, plutôt que dans l'idéalisation d'un surhomme. D'ailleurs, au départ, Clark déteste Lois. Il la trouve trop entêtée, trop directe. C'est Lana, la première à voir leur relation. Même s'il y a toujours cette histoire où il y a Martha qui les surprend tous les deux à moitié à poil dans la salle de bain. C'était bien gênant comme situation. Cette réécriture permet de donner à Lois une place plus centrale et plus indépendante. Elle n'est pas définie par Superman, au contraire, c'est Clark qui est constamment mis en déséquilibre par sa présence. Parfois brutale, elle est celle qui pousse Clark en dehors de sa zone de confort. Là où Hatcher jouait une Lois tendre, passionnée et ambitieuse, Durance incarne une Lois beaucoup plus ironique, insolente, mais aussi profondément bienveillante et résiliente. Et elle a toujours le mot pour tacler quelqu'un. Et pour ce qui est de devenir une femme accomplie sans Superman, elle en est aussi une sans Clark. Elle trouve par elle-même un poste au Daily Planet, et se fait une belle place parmi les journalistes. Elle est constamment sur les traces de Superman, ou des gros titres, et elle va même jusqu'à sortir avec Oliver Queen, qui est non seulement Green Arrow, mais aussi l'héritier de Queen's Industries. Même si ça veut rien dire, c'est quand même un super-héros milliardaire. En plus, c'est Kevin dans This Is Us. Elle devient aussi la directrice de campagne de Jonathan Kent, quand il se présente pour être sénateur. Un rôle qui appuie une nouvelle fois le fait que c'est une femme forte et indépendante, comme presque toujours, mais aussi influente et rapidement importante. Sur le plan symbolique, elle est complètement dans l'air du temps. C'est l'époque du girl power, l'héritage direct des Spice Girls et de toute une nouvelle vague culturelle valorisant des héroïnes sarcastiques et autonomes, Veronica Mars ou encore les protagonistes féminins des séries comme Gilmore Girls. Lois s'inscrit dans cette mouvance. Elle est une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour exister et qui revendique son indépendance et son franc-parler, mais qui accepte aussi ses vulnérabilités et qui s'autorise à faire des erreurs. Dans Smallville, on découvre une Lois qui va sortir Clark de son rôle de fils de fermier bien sous tout rapport. C'est une Lois qui construit Superman avant Superman. Une héroïne moderne qui inverse la dynamique traditionnelle et qui affirme que plus que jamais, elle est bien plus qu'une compagne. Elle est une force qui fait naître le héros. Même s'il faut oublier la scène finale, le mariage. C'est visuellement ça un enfer. Mais c'est pas de sa faute à elle, c'est la faute de la réalisation. Après Smallville, Superman est reparti dans l'ombre, et avec lui son héroïne. Bon, pas pour très longtemps, parce que Smallville c'est 10 saisons, donc ça s'est fini en 2011,
Et en 2013... On va pas parler d'Henry Cavill, mais je me fais une petite aparté. Quel homme! Avec Man of Steel, Zack Snyder propose une réinvention radicale de Superman, plus sombre, plus ancrée dans une esthétique réaliste et une atmosphère de blockbuster contemporain. Dans ce contexte, il est impensable de ramener une Lois passive ou cantonnée à une relation amoureuse. Amy Adams incarne donc la journaliste du Daily Planet qui reste dans la ligne de ses précédentes versions. Dès le début du film, Lois est représentée comme une enquêtrice aguerrie. Elle suit la piste de Clark Kent en Alaska, affronte des militaires, brave des environnements hostiles et découvre seule la vérité sur l'identité de Superman. Et ça, c'est un détail fondamental. Pour la première fois au cinéma, Lois connaît l'identité de Superman dès leur rencontre. Elle n'est plus dupe, elle n'est plus dans l'illusion. Cela reflète une époque où l'on attend des héroïnes qu'elles soient lucides, autonomes et actrices de l'histoire. Cette nouvelle Lois n'est pas seulement intrépide. Elle est empathique, réfléchie, capable d'affronter les puissances sans perdre son humanité. Elle est un contrepoids moral à Superman, une encre qui lui rappelle ses responsabilités envers le monde. J'avoue que je vais pas m'étendre plus sur la Lois de Snyder. Je la trouve pas très exploitée. Elle est importante, mais son influence sur Clark Kent, elle est pas assez montrée. En fait, c'est un film Superman, donc on voit essentiellement Superman et beaucoup moins elle. Mais bon, on arrive au bout de ma liste, et avant ça, j'ai 2 mentions spéciales. Ok ? La première, c'est pour la Lois Lane de la série CW. Dans les années 2010, la chaîne américaine CW a développé tout un tas de séries de super-héros liées les unes aux autres. Arrow, The Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, et la petite dernière, Superman et Lois. Déjà, on peut souligner qu'après avoir partagé son nom avec Clark dans les années 90, maintenant, elle partage l'affiche avec le super-héros. Ici, c'est Elizabeth Tulloch, encore une fois, je sais pas prononcer les noms, qui reprend le rôle dans la série Superman et Lois. Dans cette série, le parti pris est très différent. Il ne s'agit plus de raconter la jeunesse ou les débuts du couple, mais la vie d'adulte, marié et parent de 2 enfants adolescents. Ce choix est audacieux, car il place Lois dans une posture rarement exploitée, celle d'une femme qui doit concilier vie professionnelle et vie familiale. Journaliste d'investigation toujours aussi redoutable, elle affronte des menaces politiques et sociales, tout en protégeant sa famille. Elle est à la fois mère et professionnelle, mais jamais réduite à l'un ou à l'autre. Une dualité qui fait écho au débat contemporain sur la charge mentale, l'équilibre vie perso-vie pro, et la redéfinition des modèles familiaux. Elle se retrouve avec 2 adolescents qui ont les mêmes super pouvoirs que leurs darons, et elle arrive quand même à faire la part des choses entre vie pro et vie perso. Si ça, c'est pas de la gestion de la charge mentale efficace, parce que ça a beau être Superman, il est toujours un peu à côté de la plaque. Ici, on a une Lois sombre, déterminée, parfois vulnérable, mais toujours combative. Dans cette version, elle est véritablement l'égale de Clark. Si lui sauve le monde avec sa force, elle le sauve avec sa plume, sa perspicacité et son courage. Superman et Lois insistent d'ailleurs sur ce parallèle, montrant que le journalisme de Lois est tout aussi vital que les combats cosmiques de Superman. Même si dans le Arrowverse, c'est comme ça qu'on appelle toutes les séries qui ont découlé de Arrow, c'est compliqué de marquer les esprits, parce qu'il y a beaucoup d'héroïnes. Elles se retrouvent mises en parallèle avec Supergirl, Black Canary, White Canary, Batwoman, Felicity Smoke. Ouais, surtout Felicity en fait. Et ma seconde mention spéciale, c'est dans My Adventure with Superman, la série animée. En 2023, l'animation est venue offrir une nouvelle incarnation de Lois Lane. Lois apparaît ici rajeunie, étudiante et apprentie journaliste, aux côtés de Clark Kent, encore en quête de son identité. Ce choix narratif permet d'explorer la naissance du trio classique, Lois Lane, Clark Kent et Jimmy Olsen. On n'a pas parlé beaucoup de Jimmy Olsen, mais il mérite tout notre respect. Ici, on a une nouvelle énergie, tournée vers un public plus contemporain. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la modernisation du personnage. Cette Lois est vive, drôle, intrépide, parfois même maladroite, mais toujours déterminée à faire ses preuves. Elle reflète parfaitement les aspirations d'une génération qui cherche à s'affirmer dans un monde incertain, tout en restant profondément humaine. En plus, la série fait évoluer son identité, je vais dire visuelle, mais culturelle, en proposant une Lois métisse. Elle marque une ouverture vers une représentation plus diverse et plus inclusive du mythe. Même si ça rattrape pas forcément la blackface dont on a parlé plus tôt. Et on s'en fout qu'elle soit pas pareille que dans les comics d'origine. Ça a pas d'importance pour l'histoire. En vrai, sans aucune blague, regardez la série animée.
C'est vraiment bien. C'est 2 saisons d'à peine 20 épisodes. Ça se regarde vraiment très bien, c'est très cool. Depuis 1938, Lois Lane a traversé les époques, les modes, les idéologies. Elle a été tour à tour pionnière, caricature, femme indépendante, icône féministe, partenaire d'égal à égal et parfois malheureusement, simple love interest relégué au second plan. Mais ce qui est fascinant, c'est que chaque incarnation, qu'elle soit dessinée ou incarnée à l'écran, a ajouté une brique à l'édifice. Comme si, génération après génération, on avait cessé de la réinventer pour la rapprocher de ce qu'elle devrait être. Et je pense qu'en 2025, après plus de 85 ans d'existence, on a peut-être atteint un truc. On retrouve une Lois qui n'est plus seulement l'ombre de Superman, ni même sa muse, mais véritablement son égale. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle de la Lois du film Superman. L'incarnation de Rachel Brosnahan L'incarnation de Rachel Brosnahan ne cherche pas à réécrire l'histoire, elle l'embrasse. On y retrouve l'ambition des origines, celle de la journaliste intrépide, prête à tout pour arracher la vérité. On y retrouve la force morale des années 70, où Lois se faisait la voix des luttes sociales et féministes. On y retrouve l'indépendance des années 90 et 2000, quand elle pouvait être meilleure journaliste que Clark lui-même, mais on y ajoute quelque chose de nouveau. La reconnaissance immédiate de son intelligence, de son rôle, de sa valeur, sans qu'elle ait besoin de passer par les détours narratifs qui l'ont longtemps réduite. Dans Superman, Lois sait. Elle sait qui est Clark, qui est Superman, et elle l'accepte d'emblée. Là où tant de récits ont fait de ce secret un jeu de dupes ou un obstacle, ce film choisit la vérité comme fondement. C'est un choix vraiment fort. Il fait de leur relation un espace d'égalité, où l'amour n'est pas une illusion entretenue, mais un partenariat construit sur la confiance. C'est probablement le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à la Lois Lane d'origine. Car toute son histoire, depuis 1938, c'est celle d'une femme qui refuse d'être trompée, contournée, neutralisée. Une femme qui exige la vérité toujours. Et pour le coup, cette vérité-là, la vérité sur Superman et sur Clark, souvent elle met du temps à arriver, quoi. Lois devient ici l'apogée de son propre mythe. Pas seulement la femme qui accompagne Superman, mais celle qui l'interroge, qui le confronte, qui le pousse à justifier ses choix. Pas la demoiselle à sauver, mais la conscience morale, le contrepoids humain à la toute-puissance. C'est là qu'on comprend que la véritable force de Superman, c'est pas ses pouvoirs, c'est la présence de Lois à ses côtés. Parce qu'elle seule peut rappeler que derrière le mythe, il y a un homme, et derrière l'homme, il y a des responsabilités. Ok, Oncle Ben, c'est Marvel, ça n'a rien à voir. Alors oui, cette Lois de 2025 n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est le fruit d'une longue histoire faite de combats éditoriaux, de mouvements sociaux, de vagues féministes et de regards nouveaux sur la place des femmes dans nos récits. En la voyant aujourd'hui, on a presque le sentiment que tout ce chemin avait pour but de la mener là, à ce rôle de partenaire absolu, de femme complète et d'icône moderne. L'aboutissement d'une héroïne qui, sans pouvoir, a traversé le temps et les révolutions culturelles pour devenir l'égale de tous les super-héros, peut-être même leur modèle. Lois Lane est une femme forte. J'ai dû le répéter 40 fois dans cette vidéo. Pas dans le sens où elle a des super-pouvoirs, mais c'est peut-être mieux que ça. Elle n'a rien d'un super-héros et pourtant, elle est, à sa manière, une véritable héroïne, un modèle. En 1938, elle est apparue comme simple personnage secondaire, elle est devenue un simple love interest de Clark, et parfois une princesse à secourir avant de réellement être une personne à part entière. On l'a vue écrite comme une femme qui a besoin d'être sauvée, comme un bon pourcentage de personnages féminins, écrites par des hommes, aujourd'hui encore. Elle a évolué, grandi et s'est adaptée non seulement à son temps, mais aussi à son rôle dans la société. Quand on pense à Superman, même si on n'est pas un expert des comic books, on pense forcément à plusieurs choses. À Clark Kent, la kryptonite, le slip rouge au-dessus du pantalon bleu. Mais avant ça, on pense à Lois Lane, parce qu'elle est un emblème. Pour Clark, elle est une véritable force de la nature. Pour Superman, elle est le socle sur lequel il se repose. Elle est le pilier du super-héros, et pas que. Lois Lane n'a jamais été cette femme qui attend sagement que son super-homme rentre à la maison après avoir sauvé le monde. Elle a toujours voulu être plus que ça. Elle a toujours été plus que ça. Lois, c'est la preuve que jamais une femme ne doit être invisibilisée par l'ombre d'un homme. Elle a pris une telle importance que c'est bientôt son nom
qui apparaît sur l'affiche avant celui de l'homme de fer. Parce que même si elle est ordinaire, entre gros guillemets, à côté de son kryptonien de mari, elle a son nom sur l'affiche, elle a sa place sur l'affiche. Elle a son nom au même niveau que celui du héros, parce que c'est peut-être elle la véritable plus grande force de l'humanité. Je pense sincèrement que le personnage de Lois devrait être étudié dans les écoles. Déjà pour montrer à toutes les petites filles qu'elles peuvent être qui elles veulent, des femmes fortes capables de concurrencer n'importe quel homme pour décrocher des récompenses suprêmes comme le Pulitzer ou le prix Nobel, mais aussi pour montrer aux petits garçons que ce n'est pas parce qu'il y a man dans son nom que c'est forcément un homme qui porte la cape du super-héros. Oui, parce que Supergirl c'est un peu réducteur. Girl, dommage, même si c'est une meilleure sonorité. Au début de cette vidéo, j'ai dit une phrase et j'aimerais revenir dessus. En fait, ce n'est pas derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais plutôt avec chaque homme, il y a une grande femme. Bon, même si j'ai repris la phrase pour les faits, on n'oublie pas qu'il y a plein de types de couples, que le monde n'est pas binaire, on accepte tout le monde. Il y a toujours une personne qui porte le monde sur ses épaules. Une planète à bout de bras, le Daily Planet pour certaines, et qui existe par elle-même, pour elle-même, et non pour un homme, aussi super soit-il. Et là, ça serait vraiment marrant que je sorte une phrase giga problématique, bien sexiste, bien beauf. Mais on va pas faire ça.